enjeux industriels et aux défis de l'industrie de la gestion d'actifs pour cette année 2023 avec François Deltour qui est avec nous en plateau, le président du directoire d'Arkea IS. Bonjour et bienvenue François. Bonjour Grégoire. Merci beaucoup d'être avec nous. Il faut redire un mot évidemment du choc qu'a été l'année 2022 pour l'industrie de la gestion d'actifs, et on parle avant tout du choc de marché qui s'est produit avec cette corrélation très positive entre les actions et les obligations qui a été très délétère pour les stratégies diversifiées. Qu'est-ce que vous retenez de ce choc de marché sur 2022 ? Et la question industrielle qui se pose, c'est quelles vont être justement les conséquences industrielles de ce choc de marché historique ? Commencerons par un rapide historique pour mettre tout ça en perspective. Si on revient un peu plus en arrière, on peut se dire que 2019, 2020, 2021 ont été 3 années extrêmement bonnes pour la gestion d'actifs, avec 2 choses positives qui sont additionnées. L'effet marché, purement mécanique, évidemment, la performance des produits drivés par le marché. Et puis le deuxième, c'est la collecte nette, elle aussi positive. Tout ça a culminé en 2021 avec une année exceptionnelle, une hausse des encours sous gestion de plus de 10% en Europe et une collecte nette surtout record de 800 milliards d'euros sur l'ensemble des fonds européens. Donc en résumé, l'année 2021, c'était un pic. Ouais. Le profit pool des gérants d'actifs européens a atteint son plus haut historique en 2021. En 2022, vous en avez beaucoup parlé sur ce plateau, l'année a été très différente. Les 2 effets qu'on avait, à la fois l'effet performance et l'effet collecte, ces 2 effets se sont retrouvés inversés avec une cause qui est vraiment une cause marché. 2 choses pour moi importantes à retenir. La première, c'est la corrélation très forte entre l'évolution des marchés de taux et l'évolution des marchés actions. Je trouve qu'un élément marquant, c'est de se dire, prenons un portefeuille composé à 50% d'obligations, 50% d'actions mondiales, et bien la performance de ce portefeuille, en 2022, serait été la pire depuis les années 1930. Et puis deuxième élément, c'est les taux. Tout simplement. On en a beaucoup parlé, on a parlé de l'inflation, etc. Mais là aussi, avoir en tête le fait que ce qui s'est passé sur les taux en 6 mois, en 2022, ça a annulé quasiment 10 ans de hausse sur ce marché obligataire. C'est 10 années de performance incroyable. Effacée. Non, mais le choc est vraiment très très lourd. Comment ça s'est traduit en termes de décollecte pour le coup en 2022, François, pour l'industrie européenne ? J'ai parlé de 2021. 2022, ça a été vraiment le mouvement négatif, donc avec finalement 2 choses qui sont additionnées. La décollecte, qui a été une décollecte largement partagée sur l'ensemble des classes d'actifs, les actions, les obligations, et puis aussi le monétaire. On a eu beaucoup d'institutionnels qui se sont posés énormément de questions cette année 2022. La plupart des institutionnels, des asset owners, ils sont de notre génération, Grégoire, ils ont quasiment connu uniquement un environnement de baisse des taux. 30 ans, et donc là, finalement, nouveau paradigme, comment on s'adapte ? Est-ce que le point d'entrée sur le marché, est-ce que c'est le bon ? Est-ce qu'on doit attendre un petit peu, etc. Beaucoup d'attentisme et donc, in fine, de la décollecte. Voilà. Sur le plan industriel et sur le plan des produits notamment, qu'est-ce que ça va changer pour l'industrie de la gestion d'actifs ? Vous le dites, effectivement, on a refermé 30 ans de baisse de taux et du coup, on retrouve des références, et Mickaël le disait, le fixed income redevient quelque chose de central aujourd'hui, j'imagine, dans les stratégies, les produits qui sont proposés aux clients, avec des références monétaires qui vont être des références très solides. Aux États-Unis, on a du 1 an à 4,75% de rendement pour un investisseur en dollars, et puis en Europe ou en France, on va avoir un livret A qui sera à 3% et plus, peut-être, quand la formule sera appliquée au 1er février prochain. Ça va être des références solides désormais pour les gestionnaires d'actifs. Oui, tout à fait. Et même avant le fixed income, finalement, si on revient sur 2022, la seule chose qui a échappé à cette décollecte assez massive, c'est aussi le non-coté. Bien sûr, que ce soit l'immobilier, que ce soit le private equity. On va en reparler, je pense, tout à l'heure. Mais pour revenir sur le fixed income, je pense effectivement que finalement, ce qu'on a connu sur les marchés, ça nous fait en quelque sorte revenir presque une quinzaine d'années en arrière avec de l'obligataire plutôt classique, vanille, qui redevient intéressant. Le carry est quelque chose de très intéressant. On voit des taux nominaux très élevés aujourd'hui. Donc oui, effectivement, on pense qu'en 2023, ça a déjà commencé en 2022, mais des fonds à échéance sont vraiment une recommandation intéressante pour les clients. On travaille beaucoup sur des nouveaux fonds à échéance en ce moment au sein d'Arkea IS. Une deuxième chose, c'est aussi les produits structurés. Ça a été aussi un succès massif, notamment dans les réseaux de distribution type CGP ou autres, et on recommence, grâce à ces nouveaux niveaux de taux, à revoir des produits intéressants avec des rendements garantis, et plutôt une garantie en capital. Et là aussi des produits simples. On arrive à... Parce que
produit structuré, il y a toujours un peu l'image compliquée, on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans, etc. Mais on peut trouver des formules simples pour ces produits structurés, simples et diversifiés. Tout à fait, des formules très simples. Je disais tout à l'heure, on revient pour certaines choses à une quinzaine d'années en arrière, et donc on voit la même chose un peu aussi sur les produits structurés. Deux éléments peut-être supplémentaires là-dessus, c'est aussi que finalement quand on regarde ce qui est extérieur à la gestion d'actifs, il y a, je trouve, deux éléments qui vont impacter l'un positivement, l'un négativement, ce que je viens de dire tout à l'heure sur les tendances dans nos produits. Le premier, c'est les banques. Les banques, aujourd'hui, sont toutes en recherche de dépôts de façon très importante, très agressive, parce que se refinancer sur les marchés, c'est un coût extrêmement important. Ouais. Donc finalement, avoir accès à la ressource un peu moins chère, et bien aujourd'hui, on peut proposer des livrets à des taux extrêmement intéressants. Et ça vient concurrencer les produits dont je parlais tout à l'heure. Puis le deuxième effet, c'est aussi plutôt un effet lié aux assureurs, qui lui est beaucoup plus positif. C'est quand, fin janvier, quand il va y avoir l'annonce des taux des fonds euros. Ça commence. L'annonce des taux des fonds euros. Ouais. Quand on compare au livret A, quand on compare à d'autres produits, quand on compare à ce qu'on a en tête comme taux pour l'inflation, eh ben, il y a évidemment des surprises plutôt négatives. Et donc ça, forcément, ça va plutôt avoir un impact très positif sur la collecte dans les produits des gérants d'actifs. Ouais. Sur le fonds euro, effectivement, ça va prendre du temps avant que les fonds euros, grâce aux nouveaux rendements qui sont offerts désormais par les marchés, puissent reconstituer des rendements plus élevés que ce qu'on va avoir sur l'exercice 2022. Bah bien sûr, la gestion des mandats assurantiels, il y a une gestion avec une duration longue, et donc forcément, l'adaptation à des changements de taux assez rapides, elle prend un petit peu de temps, bien sûr. Qu'est-ce que ce choc de 2022 implique pour le modèle économique des gérants d'actifs, de l'industrie de la gestion d'actifs? Est-ce que ça soulève une question, notamment sur la rentabilité de la gestion d'actifs, qui a bien vécu quand même ces dernières années? Oui, et je pense qu'il est important quand même de rappeler dans ce pessimisme ambiant le fait que la gestion d'actifs, avec la banque privée, les deux activités d'Arkéiès, ça reste l'un des secteurs les plus intéressants des services financiers. Alors après, il est vrai que la baisse des encours de 2022 va faire que mécaniquement, la plupart des gérants vont commencer 2023 avec, je dirais, du revenu embarqué, c'est-à-dire les actifs moyens sous gestion qui sont plus faibles que ce qu'ils avaient pu avoir au début de 2022. À cela s'ajoute, j'ai l'impression, quelque chose qui est un peu plus conjoncturel, qui est lié à tout ce qu'on peut entendre sur les frais. Aujourd'hui, la Commission européenne recommence à parler de l'interdiction des rétrocessions, les fameux sujets autour des inducements, quelque chose qui était enterré depuis quelques temps, mais qui est revenu sur le devant de la scène assez récemment, sous l'impulsion notamment des Pays-Bas. La France est un marché organisé autour de ce schéma de rétrocession, et évidemment, on n'en est pas encore là, mais une adoption d'une telle interdiction des rétrocessions, ce serait de nature à changer fondamentalement la structure du marché. Ce serait un bouleversement. Ce serait un bouleversement. On peut se dire, vu d'assez loin, c'est quelque chose de positif finalement, comment justifier ces rétrocessions, etc. Mais quand on y regarde de plus près, prenons par exemple le marché anglo-saxon, c'est quelque chose qui existe depuis plusieurs années. L'interdiction des rétrocessions, qu'est-ce qu'elle a créé dans le marché anglo-saxon? Elle a créé quelque chose de très simple, c'est que les gens qui n'ont pas 300 000 pounds en épargne financière sous gestion, ils sont complètement sortis du marché du conseil. Ils n'y ont plus accès. Donc c'est pas forcément une bonne chose. J'entends. Il y a des effets de second tour, justement, à bien prendre en compte si on veut bouleverser le modèle économique de l'industrie de la gestion d'actifs. Un conseil de qualité auprès des clients. Et ça, c'est important. Est-ce que ça veut dire que la tendance au build-up, à la consolidation dans les différents métiers du conseil et de la gestion d'actifs, qu'on observe déjà depuis plusieurs années maintenant, est-ce que c'est une tendance qui va se poursuivre et même s'accélérer peut-être ? Oui, effectivement, si au-delà des effets conjoncturels dont je viens de parler sur les frais, on rajoute les effets structurels qu'on connaît depuis quelques années, que ce soit le coût du réglementaire, que ce soit le coût d'achat des données, que ce soit le coût de l'ESG en termes humains, en termes informatiques, on a quelque chose de rampant qui amène mécaniquement à une hausse des coûts. Donc ça, c'était pas très grave. En 2019, 2020, 2021, les revenus ont progressé plus vite, donc finalement cette hausse des coûts elle est passée quasiment inaperçue. 2022, c'est différent. Voilà. Et donc les acteurs vont devoir en 2023 réfléchir plus sérieusement à ces sujets autour des coûts. Et donc évidemment, le sujet de la consolidation va arriver de façon encore plus prégnante que les années précédentes sur le devant de la table. Quand je parle de consolidation, je pense évidemment au fait qu'on a des valorisations qui sont plus basses, naturellement, donc ça crée des opportunités pour des acheteurs. Ça crée des opportunités pour des acteurs d'une taille relativement grande qui décident de se créer des expertises, certains endroits de niche qu'ils n'avaient pas en acquérant certains acteurs pour gagner 3 ou 5 ans par rapport à un développement organique. Et aussi, ça va permettre à des boutiques de taille plus modeste qui n'ont plus aujourd'hui la rentabilité suffisante, la taille suffisante dans un marché un peu plus complexe. Et puis, vous avez parlé de cet effet, je trouve qu'il lui aussi, on le verra plus, c'est des acteurs qui se disent, je veux à la
fois avoir la marge de distribution et la marge de production. Donc des regroupements plutôt horizontaux entre des groupements de CGP, des sociétés de gestion, des choses qu'on voit déjà, qui vont être accélérées par les marchés et qui, si jamais le fameuse interdiction des rétrocessions vient être mise sur la table, va à mon avis être de nature à accélérer fortement ces mouvements. Vous évoquez tout à l'heure les segments alternatifs, comme on dit, private equity, immobilier. Il y a eu, alors bon, l'immobilier est toujours au centre de tout quand on parle du patrimoine des Français, mais le private equity c'est assez nouveau. Et c'est vrai que cette tendance, cette volonté des gestionnaires d'actifs, des distributeurs de démocratiser au maximum le private equity, elle a commencé il y a déjà une paire d'années, ça s'est accéléré. Est-ce que, je ne sais pas, le nouveau schéma monétaire remet en cause cette tendance à la démocratisation, à la retailisation, comme j'entends, du private equity, ou est-ce que non, il y a une vraie tendance de fond de permettre au plus grand nombre d'accéder à cette classe d'actifs réservée jusqu'à un certain temps aux grands investisseurs institutionnels? Oui, effectivement, la retailisation dont vous parlez, c'est effectivement le mot à la mode depuis plusieurs années. C'est quoi la retailisation? C'est tout simplement le fait de pouvoir offrir à des clients particuliers des produits qui initialement étaient destinés à des clients institutionnels. Ça a commencé par l'immobilier, voilà. C'est maintenant un succès massif avec des SCI, des CPI qui collectent, qui ont continué à collecter en 2022 à des niveaux toujours extrêmement impressionnants. Qui sont des produits cœurs d'ailleurs pour l'allocation de bon nombre de Français. Qui sont aujourd'hui effectivement des produits cœurs qui permettent pour une somme plus modique de pouvoir s'exposer à l'immobilier. Depuis 3 ans, je dirais à peu près, on voit un schéma assez similaire sur le private equity. C'est quelque chose qui est en termes de bruit, en termes de nouveaux produits qui est extrêmement important. En termes de collecte, c'est quelque chose encore d'assez modéré. Voilà. Après, on regarde tous le marché américain, et quand on voit le marché américain, où il y a une collecte qui est phénoménale auprès des clients particuliers sur le private equity, on se dit qu'il y a un potentiel théorique effectivement très important. Donc effectivement, cette tendance de fond, je pense qu'elle va continuer. Après, l'année 2022 qu'on a connue, ce qu'on connaît encore aujourd'hui, ça pose quand même certaines questions. J'en vois deux, moi. La première, c'est la prime d'illiquidité. Finalement, ce que tout le monde va chercher dans ces produits, je suis prêt à trader un peu d'illiquidité contre un rendement supérieur qui m'est promis. Aujourd'hui, on retrouve du rendement, j'en ai parlé tout à l'heure, sur des produits obligataires. Donc, cette prime d'illiquidité, est-ce qu'elle est encore suffisante aujourd'hui pour ce genre de produit? C'est une vraie question qu'on doit tous se poser. Et puis le deuxième, c'est plutôt sur les valorisations sous-jacentes. On a là une énorme décorrélation entre les valorisations des entreprises dans le non-coté et puis le parcours qu'on peut voir boursier d'entreprises dans le même secteur. Donc là aussi, il y a une grosse question à se poser. Donc là, le choc n'a pas été encore... le choc dans le non-coté n'a pas encore été totalement révélé d'une certaine manière aujourd'hui, François? On l'a pas vu. On l'a pas vu. En tout cas, ça c'est un constat, je pense qu'on peut tous faire. Donc ça incite, à mon avis, à beaucoup de prudence. Des produits qui, par exemple, peuvent mixer du private equity et de la dette privée, avec aussi une poche de secondaire qui permet de finalement racheter des fonds des côtés, sont des produits qui, à mon avis, sont des choses intéressantes. Et c'est des choses qu'on souhaite lancer cette année. Un mot rapide pour finir. Il nous reste trop peu de temps, malheureusement, pour parler de l'ESG, mais est-ce que l'année 2022 enterre l'ESG, en tout cas la pratique ESG telle qu'on l'a vécue ces dernières années? 2022 n'enterre pas le ESG, à mon avis, mais 2023 va sans doute le remodeler profondément. Je pense que c'est plus le même 2023, c'est potentiellement la première année de vérité sur l'ESG, notamment parce que c'est l'année de l'entrée en vigueur des fameux règlements MIF et puis DDA sur l'assurance. Alors concrètement, qu'est-ce que ça implique? Ça implique l'obligation pour, avant toute souscription par un investisseur particulier, qu'il réponde à un questionnaire autour de ses préférences ESG. Donc ça, c'est extrêmement positif, ça va vraiment dans le bon sens. On a, gérant d'actifs, aussi un devoir d'accompagner les transitions. Donc tout ça va dans le bon sens, mais concrètement, la mise en œuvre est extrêmement complexe. Mais ça va être guidé par le client désormais. Ça va être en théorie guidé par le client. Et la vraie question, c'est est-ce que le client va comprendre? Parce qu'aujourd'hui, la réglementation européenne n'est pas encore achevée. Il y a énormément de flou sur des notions aussi centrales que l'investissement durable. Qu'est-ce que l'investissement durable? Les textes laissent énormément de marge à l'interprétation. Chaque acteur définit ce qu'est l'investissement durable pour lui, ce qui rend extrêmement difficile la comparabilité. Et donc en fait, pour moi, 2023, ça va être un gros challenge. Il en va même de la crédibilité, à mon avis, de notre industrie. Et si l'ESG, c'est uniquement technocratique, c'est uniquement jargonesque, c'est uniquement un discours marketing qui peut prêter le flanc aux accusations de greenwashing dont on a pu parler ces dernières semaines ou ces derniers mois, alors pour moi, il y aura un retour de bâton énorme et un rejet naturel de la part des clients. Donc 2023, prudence, année importante sur l'ESG et l'entrée en vigueur de ce. Je disais, c'est la crise de quarantaine de l'ESG, mais on m'a dit non, c'est plutôt la crise d'adolescence.
Il y a cette idée-là, il y a une crise d'adolescence à passer. Tel qu'on la connaît aujourd'hui, plutôt une vingtaine d'années qu'une quarantaine. Oui, c'est ça. Rendez-vous dans 20 ans pour la crise de la quarantaine de l'ESG. Merci beaucoup François. François Deltour qui est avec nous pour évoquer ces grands enjeux industriels pour l'industrie de la gestion d'actifs au terme de l'année 2022 et au démarrage de cette année 2023. François Deltour, le président du directoire d'Arkea IS. Voilà pour cette édition de la mi-journée de Smart Bourse. On se retrouve à 17h en direct sur Bismart.